Bonjour, aujourd'hui je suis avec Julien et avec Médoc et nous allons parler de LucasArts. LucasArts qui a fermé ses portes tout récemment, en avril dernier. Donc on va partager nos meilleurs souvenirs, nos moments marquants sur les jeux LucasArts. Et il y en a beaucoup, c'est un éditeur qui a été très important à une certaine époque. Bienvenue dans Extra Life. Donc on a sorti tous nos petits souvenirs. J'ai ramené une petite boîte de Monkey Island, par exemple, la version Amiga. La version Amiga avec encore tout ce qu'il faut à l'intérieur, donc avec les disquettes. Une disquette 3 pouces et demi. Voilà, à l'époque c'était comme ça. Les gens reconnaissent pas, les gens reconnaissent pas. Et du coup, il y avait plein de disquettes. Là, en l'occurrence, il y en avait 4 pour Monkey Island 1. Je me rappelle sur Monkey Island 2, il devait y en avoir au moins 11 disquettes. Et donc, il n'y avait pas vraiment de disque dur à l'époque où ça commençait tout juste, hein, genre un petit peu à apparaître, tout ça coûtait très cher. Moi, j'avais un deuxième lecteur disquette, donc qui me permettait de pas trop swapper, mais je faisais quand même toutes les 5 minutes, je crois, c'était un truc insensé. Tu changeais de disquette pour pouvoir continuer ton aventure. En fait, comme c'était sur des lieux, pour peu que tu sois un peu paumé, que tu saches pas où il fallait aller, tu changeais de lieu tout le temps et donc tu changeais de disquette tout le temps. Tu dis que je jouais mal à l'époque, c'est ça que tu es en train de se Non, mais c'est un point and click, donc parfois tu tournes un peu en rond, quoi. Ouais. LucasArts, donc c'est une boîte qui a été créée en 1982 par George lui-même. Donc George, on dit beaucoup de mal de lui en ce moment et depuis même quelques années maintenant, mais c'est quelqu'un qui avait quand même une sacrée vision. Donc des choses qui a lancé des boîtes d'effets spéciaux comme ILM, qui s'est intéressé à plein de choses, qui a lancé le son THX et qui a lancé Lucasfilm Games donc en 82. Et donc tu as une petite anecdote d'ailleurs à ce niveau-là, parce qu'au début il y avait une consigne, il avait donné une consigne aux équipes de développement. Oui, justement en fait, maintenant on se dit souvent, bon, LucasArts, à part des jeux Star Wars, ils font pas grand-chose, mais en fait au début, quand George Lucas a créé cette société, bon, il faut savoir que évidemment le succès des films aidant, tous les acteurs du jeu vidéo de l'époque, donc Atari notamment, voulaient faire des jeux Star Wars. Il y a eu un jeu d'arcade Star Wars, et Lucas s'est dit, bon, il faudrait peut-être que je garde un peu de contrôle là-dessus, je vais créer ma boîte qui gérera ça. Mais il avait aussi un studio de développement en interne, et évidemment les gars, leur premier réflexe c'était de dire, ah, je fais un jeu vidéo Star Wars. Et il leur a dit, non, vous ne faites pas de jeu Star Wars, vous ne faites pas de jeu Indiana Jones, moi ce que je veux c'est que vous créez de nouvelles IP, soyez imaginatifs, surprenez-moi, faites créer des univers. Les jeux Star Wars, c'est bon qu'il y a des choses peut-être plus intéressantes à faire. Et en fait, cette consigne, elle est restée en activité jusqu'à la fin des années 80, puisque tout au long des années 80, quand on regarde tous les jeux vidéo Star Wars et Indiana Jones, sont toujours développés par d'autres développeurs, d'autres éditeurs, sous licence de Lucasfilm Games. Mais l'équipe de développement à proprement parler de Lucasfilm Games a fait des Ball Blazer, Rescue on Fractalus, tout ça, Maniac Mansion, Monkey Island évidemment. Ouais. Et en fait, il faut vraiment attendre 1989 pour que c'était encore Lucasfilm Games à l'époque, fasse son premier jeu d'une licence cinématographique de Lucas, qui était Indiana Jones et la dernière croisade, le point and click. Mais avant ça, en fait, il n'y avait pas de jeu Star Wars et pas de jeu Indiana Jones développé en interne. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même une direction éditoriale très intéressante. Ouais. Et ce qui fait heureusement qu'il a donné ces consignes-là, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait jamais eu Monkey Island, peut-être qu'on n'aurait jamais eu Maniac Mansion, Devil Tentacle, mais c'est un truc, quand il réfléchit, ça fait presque peur. Parce que moi, c'est des jeux qui vraiment ont fait que le média jeu vidéo, c'est devenu quelque chose d'essentiel dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle je bosse aujourd'hui dans le jeu vidéo et que je continue à jouer comme un malade sans arrêt. C'est aussi à cause de ce jeu-là, quoi, qui m'ont marqué, mais qui font partie de mon background culturel. Ils ont juste posé, ils sont juste pointés, ils ont dit vous connaissez le genre point and click? Bon, bah, c'est nous, en fait. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait, en fait, les mecs. Ouais, carrément. Tout simplement. Donc, c'est clair que c'était vraiment important. Pour vous, si vous deviez retenir un jeu, on vous dit LucasArts, quel est le premier jeu qui pop à l'esprit? Avec la petite larme qui va avec, bien sûr. Vas-y. C'est dur parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que pendant une grande période de ma vie, j'ai acheté quasiment que des jeux LucasArts et des jeux Blizzard, en fait. Ça se résumait un peu à ça, ma vie de gamer. Mais je dirais Devil Tentacle, puisque il me semble bien que c'est le premier jeu que j'ai acheté avec mon argent de poche, parce que j'avais réussi à convaincre mes parents de m'acheter un magazine qui s'appelait Bestseller Games, qui est disparu depuis bien longtemps. Mais dans le principe, c'était que dans le magazine, il y avait un jeu offert.
Et ce jeu, en l'occurrence, c'était Indiana Jones et le mystère de l'Atlantide. Et donc, bon, c'était au milieu des années 90, par là. Et donc, sur la galette, il y avait des bandes annonces, entre guillemets, des petits trailers des autres jeux Lucas, dont Sam & Max et compagnie, et Day of the Tentacle. Et donc, c'était juste un petit teaser du jeu avec des bouts de l'intro et tout ça, et la musique. Tana, 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 tana. J'ai entendu ça, je suis devenu fou, il a fallu que j'aille acheter ce jeu. Et j'ai passé 2 semaines. Il y a une énigme, les connaisseurs se rappelleront peut-être. Il faut récupérer un drapeau américain en forme de tentacule pour en faire un costume. Il est sur un mât. Et je ne comprenais pas comment récupérer ce costume. Il fallait... en fait, on comprenait, comme c'est à plusieurs époques, dans une des époques, tu peux récupérer une manivelle. Et dans l'époque où il faut récupérer le costume, mais il n'y a pas de manivelle. Et moi, je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que j'utilise cette manivelle? Puis un jour, de dépit, je fais utiliser manivelle sur ma, c'était juste ça en fait. C'est un gros souvenir. Pourtant, il y avait des trucs beaucoup plus pétés. Hein. Pour gagner ton concours de beauté, il fallait une serpillière, des boules de bœuf. Enfin, tu vois, il y a des trucs vraiment, il fallait les trouver, quoi. Justement, en fait, j'étais tellement à me dire ça va être compliqué et tout, que le truc le plus simple, j'y ai pas pensé en fait. Mais du coup, tellement twisté l'esprit avec les jeux avant, où t'avais des trucs complètement cons, genre justement la manivelle, c'était pas une manivelle, c'était un singe, genre de truc. Donc là, tu pouvais vraiment partir loin. Qui marche en anglais, mais pas du tout en français. Tout à fait. En anglais, c'est Monkey Wrench, pour dire une clé à molette. En français, le jeu de mots, il n'existe pas du tout. Donc c'est dit, ah tiens, je peux... Ah ouais, il faut que j'utilise le singe, en fait. Ok. Ouais, mon souvenir, moi, je pense que c'est vraiment Monkey Island 2, même si je dois citer genre le point and click qui m'a retourné la tête, ça reste, c'est Day of the Tentacle, parce que c'était visuellement trop beau, le style graphique était exceptionnel, c'était à mourir de rire, c'était complètement non-sensique. C'est de longues discussions avec un cheval, je me rappelle. Mais vraiment, c'est juste fabuleux. C'est une époque très marquante. Et là, on reproche très souvent aux jeux vidéo, genre les scénarios dans le jeu vidéo, c'est de la merde, etc. Mais à l'époque, les mecs, comme ils étaient doués pour nous écrire des histoires, pour nous écrire des dialogues qui déchiraient, ça se retrouve encore aujourd'hui, heureusement, dans des point and click indé, etc. Mais c'était des jeux mainstream, quoi. Ces jeux-là qui aujourd'hui font partie de notre background culturel, bah, ça marchait vachement bien, l'air de rien. Même si très rapidement ça baissait un peu, et qu'ils ont switché sur les jeux Star Wars. Et là aussi, les jeux Star Wars, l'air de rien, si aujourd'hui, jeux Star Wars, on pense Kinect Star Wars, par exemple. Bon, faut pas... Non, t'as dit jeu Star Wars, donc ça compte pas. Oui, c'est vrai, ça compte pas. Ouais, on peut pas mettre jeu et Kinect dans la même phrase. Ouais, je suis salaud. Et donc, du coup, ils ont quand même sorti à l'époque, on va voir, Rebel Assault, ça vous dit quelque chose? Évidemment, Rebel Assault, c'était un des premiers, tu me disais tout à l'heure que c'était ton premier sur disque. Sur CD, ouais. Ouais, il me semble que c'était la même pour moi en fait, et c'était la grosse gifle visuelle. Tu sais, à l'époque, tu jugeais beaucoup les jeux sur les graphiques. Ouais, tu disais les graphiques, ils sont bien les graphiques, ouais, ils sont bien les graphiques. Et là, c'était une claque dans ta gueule, tu vois. Ouais. Même si après, avec du recul, tu réfléchis, c'était un rail shooter où la liberté, t'avais rien du tout. Concrètement, tu dirigeais que le viseur, quoi, tu vois. Mais non, c'était un truc hallucinant. Visuellement, c'était hallucinant. Donc ouais, Rebel Assault, c'était donc sur 486 DX2. Et il me semble que j'avais dû faire des disquettes boot. Ah bah c'est possible. Ouais. J'avais dû faire des disquettes boot de bâtard pour lancer ça, mais j'étais content après parce que c'était la grosse claque. Et puis parce que c'était effectivement Star Wars, tout ça. Mais je remarque, donc t'as demandé à Julien son truc, toi t'as parlé de ton... Ah, excuse-moi. Non, bah c'est pas grave. Ouais, mais t'as pas répondu, vas-y. Ouais. Non, mais finalement, non, on n'a plus le temps. Non, mais justement, moi j'allais dire, évidemment, je me suis fait marquer sévèrement par... Je suis curieux, est-ce que tu vas nous citer un point and click ou autre chose? Ben non, mais par les point and click, je me suis fait marquer vraiment sévèrement, et notamment Indiana Jones, tout ça. Ouais. Mais bon, vous avez cité Day of the Tentacle, c'est effectivement le point and click qui m'a fait le plus rire. Les scènes où le mec fait du surf, enfin, les gens se font voyage dans le temps, et ils sont en panique, et puis t'as il me semble, le métalleux qui fait du surf comme ça. Enfin, c'était génial. Qui sont trop bons. Mais moi... bizarrement, c'est plus les X-Wing et les TIE Fighter, parce que c'est là où j'ai compris l'intérêt, le kiff que tu pouvais tirer du dogfight. Le dogfight, ça c'était agréable. Et puis même
les bruitages, et puis même enfin, j'étais dans un vaisseau, quoi. J'ai passé de nombreuses heures dessus, et mon kiff à l'époque, je me disais, putain, mais ça serait tellement bien si on pouvait jouer à deux, ça serait tellement génial si on pouvait jouer à deux. Mais c'est pas grave, je kiffais quand même, parce que t'avais de l'IA, tu vois, t'avais tes compagnons, donc quand t'étais là avec ton Y-Wing, ou ton A-Wing, ou ton X-Wing, et puis que t'avais tes IA comme ça, et puis t'attaquais des destroyers et tout, c'était le grand kiff. C'était génial. C'était le grand kiff. Et ensuite, ils ont sorti TIE Fighter, et la TIE Fighter, tu passais du côté sombre de la Force, ouais, mais et ça, c'était quand même un sacré truc. Il me semble que tu restes pas de A à Z du côté sombre. Il me semble que tu t'embrouilles un petit peu avec... En fait, tu restes du côté sombre, c'est juste qu'il y a encore plus sombre, en fait. Il y a des complots internes à l'Empire, et des mecs, des traîtres et tout, et donc ça finit en gros pugilat inter-Empire, en fait. Oui, voilà, une carré comme Entre ça. les loyalistes et les autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, jeu Star Wars, ça fait un peu jeu de licence, pas très bon, etc. Même si, l'air de rien, une des forces aussi de LucasArts, c'est qu'ils ont su s'associer, en tout cas pour la licence Star Wars, avec des studios très intéressants. Et donc notamment, j'ai noté Factor 5, donc, qui a développé Rogue Squadron. Donc Factor 5, c'est comme les mecs qui ont fait Turrican, quoi. Donc c'est juste des petits jeux. Et TT Games, également, l'air de rien, parce que bon, Lego Star Wars, c'est vraiment sympatoche. Et derrière, ça cartonnait, ils ont sorti une tripotée de jeux, y compris des jeux Indiana Jones. On a également Pandemic, donc Pandemic, un studio qui n'existe plus, qui avait sorti The Clone Wars et Battlefront. Et les mecs avaient sorti Battlezone 2, à l'époque, Battlezone, et qui était mais genre excellent, c'était du FPS stratégique. Et c'était avec un moteur physique qui était exceptionnel. Et puis derrière, ils ont sorti Battlefront, qui était également très bon. Battlezone, c'était l'un des meilleurs exemples de remake d'un très très vieux jeu, refait de manière vraiment intelligente et qui surclassait l'original tout en étant hyper fidèle. Petite parenthèse terminée, mais voilà, ça méritait d'être dit. Et ensuite, on a eu évidemment la simulation, donc avec les X-Wing, TIE Fighter, X-Wing versus TIE Fighter, etc. Ils en ont sorti plein, ils étaient tous très bons. Donc même si les X-Wing étaient un peu moins bien que les TIE Fighter, mais décidé vraiment de mieux en mieux. Et on a eu également du FPS, donc avec Dark Forces. Vous vous rappelez de Dark Forces ou pas? Oui. Ça, c'était cool. Enfin, je m'en rappelle. Et de Jedi Knight également. Je crois que c'était le tout dernier de la série. Non, c'est Dark Forces, Jedi Knight, Jedi Outcast, Jedi Academy. Ok, j'en ai loupé quelques-uns. Mais en tout cas, les deux premiers étaient excellents. Je sais pas ce que valaient les deux autres, du coup. Jedi Outcast, c'était pas mal. Ouais. C'était Raven Software qui l'avait fait. Et c'était vraiment pas... Les combats au sabre laser étaient une tuerie, au sens au propre configuré. Et en multi, ça déchirait bien. Jedi Academy était beaucoup plus anecdotique. On sentait que c'était plus... ça. Certainement, au début, ils voulaient faire un add-on. Et puis, quelqu'un a dû avoir la riche idée de dire non, on va le marketer comme si c'était un jeu à part entière. Mais on sent que ça apporte pas grand-chose. D'accord. Dark Forces. Non, mais je me souviens. Mais oui, ok, non, je me souviens. Ok, c'est bon, je me souviens. C'est bon, alors, non, mais c'était vraiment marquant à l'époque. Ce qui était terrible dans Dark Forces. Parce que c'était le début du FPS, l'air de rien. Il y en avait pas des masses. Et Doom était sorti, bien évidemment. Mais genre, avoir une espèce de Doom dans l'univers de Star Wars, c'était juste fantastique. Et les mecs ont réussi le truc. Dark Forces, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier FPS, dans lequel tu peux regarder en haut, en bas. Enfin, tu as des vrais effets de verticalité. Bloqué, ouais, bien sûr. Et ils en jouaient. Enfin, il y avait des phases de folie dans ce jeu. C'est marrant parce que ça nous renvoie des souvenirs. On était là, genre, c'était génial. Tu pouvais regarder en haut et en bas. Si tu dis ça aujourd'hui, c'est complètement aberrant quand tu réfléchis. Dans Dark Forces, c'est que tu ne pouvais pas sauvegarder pendant le niveau. Si tu mourais, tu reprenais au début du niveau. Et les niveaux étaient fucking huge, si je puis me permettre. Et je me rappelle, j'ai encore un super souvenir, c'est qu'il y a une mission, c'est sur Coruscant, donc la planète capitale de l'Empire. Donc, première fois que que je lisais le mot Coruscant, je ne savais même pas que ça existait dans l'univers Star Wars. Donc voilà, déjà ça mettait un peu en scène toute cette richesse qu'on ne soupçonnait pas forcément. Et donc tu as cette longue mission hyper dure où tu dois infiltrer des bureaux d'un sénateur de l'Empire pour échoper des documents et tout. Tu as un peu toutes les forces de l'Empire qui t'attendent au tournant. Et t'arrives à la fin pour récupérer pour remonter dans ton vaisseau, et sur la plateforme, le vaisseau est pas là, mais t'as Boba Fett, qui est le boss du niveau, en fait. Et la première fois, en fait, t'es tellement sur le cul de tomber sur Boba Fett, et d'un côté, t'es là, dans le jeu. Non, mais tu te dis, oh, c'est Boba Fett, c'est génial, et puis ensuite t'es mort. Et là, tu fais, oh putain, faut tout que je refasse. Voilà. Mais Dark Forces, c'était vraiment génial, même si c'était horriblement dur. Je me demande comment je l'ai fini à l'époque, parce que... Je crois que je l'ai pas fini, moi. Il me semble que je l'avais pas fini. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu as apporté? Ah oui, alors, déjà j'ai apporté, malheureusement j'ai pas retrouvé mes meilleures boîtes qui doivent être soit à la cave, soit chez mes parents. J'ai retrouvé que celle-ci. C'est pas le plus glorieux des jeux LucasArts. Là on va dire que ça a commencé un petit peu à descendre au niveau qualitatif. Mais bon, voilà.
Et non, mais sinon, par contre, un très beau livre qui s'appelle Rogue Leaders, qui est sorti il y a 5 ans. Ça fait un peu bizarre de se dire qu'il y a 5 ans, ils sortaient un super bouquin comme ça et que là, ils ont fermé. Et qui chronique en fait toute l'histoire de LucasArts, des débuts. Il y a des croquis de préparation des jeux, il y a tous les grands développeurs qui sont passés par là, Ron Gilbert, Tim Schafer, Dave Grossman et compagnie, qui sont interviewés. On peut voir des croquis pour Devil's Tentacle, justement. Alors, le troisième personnage de Devil's Tentacle qui n'est pas resté dans le jeu final. Enfin, je le disais bien, ouais. Comment c'est beau, quoi. Je comprends pas sur le Devil's Tentacle. On n'a pas eu de nouvelles versions. Ils pourraient le ressortir là sur les tablettes tactiles ou nous faire une nouvelle version, genre un petit peu HD sur PC. Je sais pas. Maintenant c'est mort. C'est toujours compliqué de te repointer avec toutes les licences. Un nom culte avec des jeux cultes, c'est toujours compliqué. J'ai envie d'y rejouer. Tu vois, si je veux rejouer aujourd'hui, c'est pas si facile que ça, quoi. En fait, il y a eu en 2009-2010 ce qui semblait être un revival de LucasArts avec un de leurs CEO. En fait, il faut savoir qu'au cours des 10 dernières années, LucasArts a changé de CEO une fois tous les ans et demi à peu près. Enfin, ça a été la roulette russe, quoi. Et leur CEO en 2009-2010, qui s'appelait Darrell Rodriguez, en fait, il est arrivé, c'était un jeune. Il a dit, mais on a des marques comme Monkey Island, Maniac Mansion, tout ça. Pourquoi on n'en fait rien? Allez, hop, au travail. Donc il a fait un accord de licence avec Telltale, qui a fait Tales of Monkey Island. Et ils ont lancé les remakes HD de Monkey Island 1 puis Monkey Island 2. Et leur but, avoué, il le disait dans les interviews de l'époque, c'était de petit à petit ressusciter toutes les marques de point and click. Et 1 an et demi plus tard, ils se faisaient dégager par le conseil d'administration parce qu'ils ne rapportaient pas assez d'argent et qu'ils faisaient des trucs trop niches. Donc bon. C'est quand même super chiant. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs à partager sur des jeux LucasArts? Moi, c'est con, hein, mais il y a des jeux aussi qui sont un petit peu décriés aujourd'hui. Tu regardes, tu vas sur Wikipédia ou autre, et tu vois, genre, finalement, ça n'a pas été apprécié à l'époque, etc. Moi, je travaillais déjà dans le milieu, j'avais bien aimé, en fait, le Star Wars Pod Racer. Donc, le tout premier sur PC. Donc, c'était un jeu de course, et la physique était vachement sympa, c'était vraiment très très bien. Et c'était déjà clairement la fin. Le LucasArts était plus au top du tout, mais c'est un jeu que j'avais bien apprécié à l'époque. Je crois que je jouais ça à Génération 4. Moi, je m'étais énervé. Ils ont sorti des trucs, Sam et Max. Sam et Max, excellent. L'humour, l'excellence. Je suis jamais rentré dans Sam et Max. Oh putain. À un moment donné, je sais plus. Il y a une situation qui fait que tu dois aller chercher à l'intérieur tu passes à travers la bouche, je crois, du lapin, il me semble. Non, c'est un chat, en fait. Un chat, ouais. Alors, le jeu chat qui a avalé tes ordres de mission, qui n'arrive pas à les régurgiter. Et en fait, il faut utiliser Max sur le chat, et Max fait... voilà, c'est ça. J'aimerais bien le retourner comme un gant. Hop. Et il le prend, il le balance. Ouais. C'était des grands moments. Extrême. Sinon, moi, je me suis énervé sur le Star Wars sur Super NES. Sur Super NES? Ouais. Les Super Star Wars. J'y jouais, tu vois, mais c'était dur, j'étais pas content. C'était développé par Factor 5 d'ailleurs. Ouais, ils sont pas faits que des bons jeux. Et Grim Fandango également, hein, c'était vraiment une époque, genre sur la fin en fait, du point and click à la LucasArts, ils ont sorti quand même des univers qui sortaient complètement du lot, quoi. Soit Full Throttle avec ses motards, soit Grim Fandango avec son ambiance très mexicaine, qui fait penser aujourd'hui à Guacamelee, là, qui est sorti il y a pas très très longtemps. Et avec les Sam et Max qui étaient dans cette culture comics, mais vraiment très réussi. Genre Grim Fandango, visuellement, c'était quand même une tuerie, quoi. C'est moi en termes de jeu, je suis pas rentré complètement dedans, mais j'ai trouvé très très beau. Ils avaient une maniabilité au clavier, un peu à la Alone in the Dark, qui était un peu étrange. C'était pas forcément hyper intuitif, mais l'univers était extrêmement riche. Et il y a des moments dans Grim Fandango qui sont d'une poésie assez exceptionnelle. Sur Grim Fandango, j'ai une anecdote, c'est que en fait, j'ai acheté le jeu au moment de sa sortie. J'ai jamais réussi à le faire tourner parce que mon PC n'était pas assez puissant. Donc il est resté dans une étagère pendant 2 ans, le temps que mes parents achètent un nouvel ordinateur. Et donc là, tout excité, je mets le jeu, j'y joue, c'est génial. Et à un moment donné, il y a une énigme où il y a un transpalette. Il faut le mettre dans un mont de charge. Et le principe de l'énigme, c'est que, en gros, à mi-hauteur, il faut avancer le transpalette pour bloquer le mont de charge, en fait, pour pouvoir descendre à un étage où tu n'es pas censé descendre, quoi. Et j'essayais de faire ça, mais à chaque fois, l'ascenseur bougeait trop vite. Je comprenais pas. Comment on est censé réussir ça? Et au bout d'un moment, par pur hasard, je découvre qu'en fait, il fallait que je désactive l'accélération 3D
dans les options du jeu, parce que entre-temps, en fait, la carte graphique que j'avais sur le nouveau PC était trop puissante, et donc jouait la montée de l'ascenseur trop vite. Ah oui, d'accord. Donc, il fallait que je repasse en mode software, en fait, pour pouvoir réussir ce passage dans l'ascenseur, quoi. Raison pour laquelle il faut qu'il les ressorte tous ces jeux-là, et du coup maintenant il y a de gros doutes sur la pérennité de toute cette licence, de toute cette époque, ces années 80-90, qui étaient blindées de jeux absolument magnifiques, et je sais pas si on pourra les revoir un jour, voir des suites ou voir des remakes, etc. Il y a vraiment beaucoup de questions. Et LucasArts du coup s'est fermé alors qu'ils étaient en train de développer quand même Star Wars 1313. Oui, tout à fait, et qui avait l'air prometteur, en tout cas visuellement. Qui ressemblait à une espèce d'Uncharted, mais qui était beau, genre techniquement pour le coup, c'était vraiment intéressant. Et là, le jeu a disparu. Je pense pas qu'il ait été récupéré ni rien. À un moment donné, il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait être racheté le projet, mais a priori, ce sera pas le cas. Donc du coup, là, c'est vraiment la fin d'une époque. Et c'est d'autant plus dommage que il me semble que c'était cette année aussi que Sony Liverpool a fermé ses portes. Ou c'était en fin d'année dernière. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Parce que là, coup sur coup, il y a 2 grosses boîtes comme ça. Liverpool, c'est les anciens, c'est Psygnosis, quoi. Et donc, le mec a fait Wipeout. Donc là, tu as 2 boîtes comme ça qui ont marqué mon enfance. Ça fait un peu mal, quoi. Ça fait un peu mal. Donc, on espère qu'il y a plein de gens qui travaillent toujours. Là, les Tim Schafer, les Ron Gilbert sont toujours en activité, ils sortent toujours des jeux actuellement. Donc, ces grosses pointures du point and click continuent à faire des jeux. Donc, ça, c'est très rassurant. Et donc, voilà, quoi. Il y a toute une nouvelle génération qui a été biberonnée à ces jeux-là et Évidemment. qui a un peu repris le flambeau, heureusement. C'est fou parce que moi, quand je me dis, genre aujourd'hui, quand je critique les scénarios dans le jeu vidéo, c'est à cause de la qualité des points and click de l'époque. C'est ça mes points de référence. C'est pas les films, c'est pas les bouquins, etc. C'est genre, on a pu à un moment donné atteindre ce niveau. Pourquoi aujourd'hui on a des scénarios aussi cons que ceux de Tomb Raider, de Gears, de Call of, etc. T'es là, genre, mais et en effet, les jeux sont beaucoup plus sérieux également, alors qu'ils se marraient, quoi. Genre, quand tu fais Monkey Island, les mecs, ils ont dû se poiler comme pas possible, quoi. Les concours de crachat, les combats à l'épée, où c'est que des compositions de mots, que des vannes. C'est quand même fantastique, c'est des idées qui... C'est un auteur de science-fiction qui s'appelle Orson Scott Card, oui. Qui a écrit la stratégie Ender et tout ça, qui a écrit les combats d'insultes de Monkey Island, en fait. Ça, je ne savais pas. Parce qu'il écrivait... En fait, il a écrit le scénario de Loom, qui est un autre point and click qu'ils ont fait à l'époque. Ouais. Et à l'époque, donc, tu avais Ron Gilbert, Tim Schafer et Dave Grossman qui étaient en train de designer Secret of Monkey Island. Et ils ont dit hey, toi qui es écrivain, tu veux pas nous écrire des insultes? Il a dit bah chiche. Et donc il leur a écrit des insultes pour le jeu. Et je crois qu'il y a eu une convention il y a quelques années de ça. Il était invité et des gens cosplayés en pirates sont venus et lui ont fait le combat d'insultes en live devant lui et il était mort de rire. C'est excellent ça. Il y a des images de ça ou pas? J'ai vu des photos tournées, passées sur le net, d'une vidéo, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, peu de gens le savent, mais enfin, il est crédité au générique, mais on fait pas trop gaffe. C'est Orson Scott Card qui a écrit les insultes. Parce que la stratégie Ender, mais c'est pas drôle du tout, quoi. Pour le coup, c'est même carrément flippant. Donc ça veut dire le mec est super doué, quoi. Bah voilà, on voulait partager avec vous tous ces petits souvenirs sur LucasArts. On imagine que vous en avez également plein, en tout cas les plus vieux parmi vous. N'hésitez pas à les partager également sur les forums. J'en profite également, on ne le fait pas systématiquement dans chaque émission, pour remercier les galeries AOJ qui nous fournissent toujours tous ces tableaux là autour de nous qui permettent d'habiller le plateau. Et on se retrouve très prochainement pour un sujet beaucoup plus drôle dans Extra Life. Salut tout le monde.